Élection anticipée en Israël, le Likoud est officiellement entré en campagne. Le Premier ministre Benyamin Netanyahou joue la carte de la sécurité et il promet une réforme du système électoral du pays. La rupture entre le Qatar et le Hamas a-t-elle été consommée? Le Hamas dément les informations selon lesquelles son leader Khaled Meshal a été expulsé de l'Émirat. Les deux entités se sont récemment éloignées à la faveur d'un rapprochement entre Doha et Le Caire. Et puis alerte aux intempéries hivernales au Moyen-Orient, une tempête devrait s'abattre sur Israël et sa région à partir de demain avec en prévision une forte baisse des températures et de grandes quantités de précipitations. Le Grand Direct avec Daniel Goldming. Bonsoir, bienvenue à la une du Grand Direct. Ce soir, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a officiellement, je vous le disais, marqué le coup d'envoi de la campagne électorale du Likoud. Son credo, il serait le seul à pouvoir assurer la sécurité du pays. Les derniers sondages, en tout cas, donnent toujours au coude à coude le parti du Premier ministre et cette liste commune de centre-gauche entre le Parti travailliste et Atnoua. On va en parler avec nos invités. Emmanuel Navon, bonsoir. Bonsoir. Professeur de relations internationales et membre du comité central du Likoud. Laurent Siget, merci d'être avec nous. Vous êtes le porte-parole francophone du Parti travailliste. Vous allez nous donner en tout cas vos réactions dans quelques instants. Nous serons également en direct du QG du Likoud. À Tel Aviv, où nous attend notre envoyée spéciale Léa Berdugo. Elle est en compagnie d'Eli Ochenberg pour la chaîne anglaise et de Faler Habib pour la chaîne arabe. Tout cela, c'est au programme du Grand Direct ce soir. שיטת ממשל זה לא זוג גרביים, אני נוהג לומר את זה. זה לא זוג גרביים, שיטת ממשל שאתה מחליף כל יום. ב100 הימים הראשונים של הכנסת הבאה נחוקק חוק שמבטיח את שינוי שיטת הממשל בישראל. אני כאן כי אני מאמינה שיצחק הרצוג יכול וצריך להיות ראש הממשלה הבא של מדינת ישראל. ראש המפלגה הגדולה הוא זה שאוטומטית ירכיב את הממשלה. ציפי לבני ואני מציעים לכם אזרחי ישראל תקווה חדשה ועתיד טוב יותר. Top départ donc de la campagne officielle de Benyamin Netanyahou. Lors d'un discours devant les militants du parti, le Premier ministre s'est présenté comme le seul garant de la sécurité d'Israël. Il promet également aux électeurs un changement du système électoral afin de permettre une plus grande stabilité du pouvoir. On voit ça avec Léa Berdugo et on en discute tout de suite après avec nos invités. La guerre est déclarée. Benyamin Netanyahou entre en campagne et n'épargne pas ses opposants. Son cheval de bataille, la sécurité. L'actuel Premier ministre considère être le plus crédible sur le sujet. Avec une pointe d'ironie, il tente de décrédibiliser ses principaux rivaux. Laissez-moi vous demander une chose. Est-ce que Livni et Herzog peuvent garantir la sécurité des citoyens israéliens ? Pourront-ils tenir tête au Hamas ? Au Hezbollah, à l'Iran? Ils ne pourront pas résister aux pressions, même pas un seul instant. Ils s'effondreront à la moindre difficulté. Et un dernier sondage semble lui donner raison. Selon la chaîne parlementaire israélienne, Benyamin Netanyahou dépasse l'alliance Herzog-Livni, même si les scores sont très serrés. 24% pour Netanyahou contre 23% pour Tzipi Livni et Yitzhak Herzog. Deuxième annonce de Benyamin Netanyahou dimanche soir, une promesse de réforme du système politique pour en améliorer la gouvernance. Dès les 100 premiers jours de la prochaine Knesset, nous ferons adopter une loi qui changera le système de gouvernement en Israël. Pour les prochaines élections, si Dieu veut, pas celles-là, mais celles qui auront lieu dans 4 ans. Le chef du plus grand des partis constituera obligatoirement le gouvernement. Le gouvernement sera en place pour un mandat entier de 4 années et il sera impossible de le faire tomber, à moins d'une situation extrême et avec une grande majorité de députés.
Benyamin Netanyahou dit vouloir renforcer le pouvoir exécutif, mais pour Livni et Herzog, le problème ne se situe pas dans le système constitutionnel, mais plutôt dans la personnalité du dirigeant actuel du pays. Le problème n'est pas la gouvernance, mais le gouvernant, disent les deux responsables dans un communiqué. Le Premier ministre s'est en outre félicité du départ de Moshe Feiglin, ancien membre de l'aile la plus radicale du Likoud. C'est avec ce qu'il considère comme le vrai Likoud, c'est-à-dire un parti de centre-droit, que Benyamin Netanyahou souhaite trouver la voix des électeurs le 17 mars prochain. Laurent Sizi, on vient de voir Benyamin Netanyahou encore une fois se présenter en tant que Monsieur Sécurité. Il s'en prend virulemment aux leaders de votre parti, Yitzhak Herzog et Tzipi Livni, qui ne sont pas capables de faire face aux menaces comme le Hezbollah, le Hamas, l'Iran. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je n'avais pas remarqué en fait pendant la dernière opération militaire auquel nous avons fait face pendant cet été qu'en fait Netanyahou a lutté. Je crois qu'il a envoyé l'armée israélienne lutter et je crois qu'il faut prendre des décisions. Les décisions, vous voyez, on a vu les résultats n'ont pas été extrêmement satisfaisants. Sinon, je crois que le Premier ministre ne serait pas à 24 députés au lieu de 31 aux dernières élections. Ce qui se passe, c'est que tout ça, c'est du bluff. L'armée israélienne ne change pas, quels que soient les leaders qui sont élus. L'armée israélienne, c'est elle qui propose au gouvernement le type d'opération qu'il faut pour résoudre les problèmes qui sont en cours. Et ce qu'on demande à un leader politique, c'est d'être capable de décider. Lorsqu'on a vu la façon dont étaient menées les dernières opérations militaires par Benyamin Netanyahou, je crois qu'il ne peut vraiment pas se payer la tête du monde en disant qu'il est capable de décider. Il est tout le temps en train de se poser la question de savoir comment il faut faire, ce qu'il faut faire. Ils ne sont pas d'accord entre lui et son ministre de la Défense non plus. Bennett proposait d'être plus radical, Lapid proposait d'être moins radical. Ils n'ont pas réussi à résoudre le problème. Alors vraiment, aujourd'hui, c'est vraiment se payer la tête des électeurs en disant que ni Tzipi Livni ni Yitzhak Herzog ne sont capables de résoudre ce genre de problème. Vous êtes d'accord, Benyamin Netanyahou n'a pas de quoi être fier de son bilan sécuritaire? Si on parle déjà de se payer la tête des gens, Laurent, je vous rappelle que vous parlez de 30 députés. Ces 30 députés, ça inclut deux partis, le Likoud et Israël Beitenu, qui se sont divisés depuis. Donc c'est pas que le Likoud a 30 députés. Le Likoud, dans l'actuel Knesset, a 18 députés. Donc ça, ce sont les faits. Donc c'est pas que les sondages... Oui, non, mais le Likoud, aujourd'hui, a 18 députés. D'après les sondages, il en aurait 24. Il n'a pas 30 députés à la Knesset. Mais nous avons l'alliance avec Tzipi Livni. Nous avons 15, maintenant nous avons 24 d'après les derniers sondages. Je parle des faits. Vous avez dit que le Likoud passerait de 30 à 24. Non, il a aujourd'hui 18. 31, mais il n'a pas 31. Il a 18 députés. 31, c'est Likoud plus Israël Beitenu. Oui, c'est une colle. Dans les sondages. Oui, non, mais ça, ce sont les faits. Deuxième fait, Tzipi Livni a fait partie du gouvernement actuel pendant la guerre. Donc, elle a fait partie du processus de décision. Ministre de la Justice, elle faisait partie du cabinet sécuritaire. Elle faisait partie du cabinet, mais enfin, en gros, c'était pas elle qui décidait, qui prenait les grandes décisions. Elle faisait partie du cabinet sécuritaire, de la même manière qu'elle faisait partie du cabinet sécuritaire pendant la deuxième guerre du Liban, qui s'est également soldée par un échec. Ce que je veux dire par là, ou un échec relatif, ce que je veux dire par là, c'est que ce genre de guerres sont compliquées. Ce sont des guerres asymétriques entre des organisations terroristes et un État constitué, une armée constituée. Et quel que soit le gouvernement au pouvoir, il y a là de véritables problèmes complexes. C'est bien ce que je voulais dire, donc ça n'a pas d'importance. Si vous mettez aujourd'hui Benyamin Netanyahou ou Herzog, ce qu'il faut, ce sont des gens qui sont capables de décider. Ce qu'on demande au leadership aujourd'hui, c'est d'être capable de prendre des décisions. Ce n'est pas de lutter. Ni Netanyahou ni sa femme n'ont lutté pendant les dernières guerres. Ces décisions ne sont pas évidentes, comme vous le savez, et Tzipi Livni est là pour le témoigner. Maintenant, pour rebondir sur votre question, est-ce que Netanyahou ou Tzipi Livni sont plus à même, ou Yitzhak Herzog? Encore une fois, les questions sécuritaires, ce sont des questions, quand on fait face à des organisations terroristes extrêmement complexes. Et je suggère qu'on ne se rabaisse pas à ce niveau d'essayer de dire celui-là est capable ou n'est pas capable de le faire. C'est ce que votre candidat, malheureusement, est en train de faire. Et votre candidat ne fait pas ça, bien entendu. Nous ne sommes ni vous ni moi candidats, donc je préfère laisser la démagogie aux candidats respectifs et que nous parlions de la substance. Mais Emmanuel, il y a quand même une petite différence. Je veux dire, quelle est la différence? Lorsqu'on parle de sécurité, lorsqu'on parle de sécurité et de guerre, vous avez quand même des gens qui sont des experts. C'est-à-dire, vous avez l'armée, le chef d'état-major qui propose plusieurs possibilités au gouvernement. Lorsque vous parlez des problèmes économiques, les problèmes économiques, c'est un problème qui est purement idéologique,
par rapport au gouvernement que vous élisez. Tandis que les problèmes sécuritaires, ce sont des problèmes qui sont liés plus étroitement avec ce que pense l'état-major et l'armée israélienne. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que votre parti finalement peut mieux se démarquer que celui du Likoud qui joue sur la sécurité, alors que la sécurité... Mais le Likoud ne joue pas sur la sécurité. Regardez ce qui s'est passé pendant cet été. Regardez ce qui se passe maintenant à Jérusalem. Regardez la façon dont les gens se promènent à Jérusalem, se font poignarder, se font écraser par des... Je veux dire, on ne peut pas dire que le bilan sécuritaire est formidable. Parlons du bilan diplomatique, puisque Tzipi Livni, elle a été au pouvoir, vous l'avez répété. Elle a même été chargée des négociations pendant 9 mois. On n'est pas arrivé à un accord. Ce qu'elle va faire de plus, elle est au pouvoir aujourd'hui. D'abord, ce ne sera pas la même majorité, ce ne sera pas la même coalition. Et depuis, Tzipi Livni n'était pas non plus Premier ministre. Tzipi Livni était ministre de la Justice. Elle a été chargée en tout cas. Elle était chargée, mais il faut quand même qu'on vous soutienne. Si vous voulez faire avancer le processus de paix, il faut quand même avoir un soutien à l'intérieur de son gouvernement. Il n'y avait pas de soutien entre Bennett, entre Lapid, entre l'extrême droite du Likoud et le ministre de la Défense, qui fait partie aussi de l'aile droite du Likoud. Il n'y avait pas vraiment de soutien, à part un peu Yair Lapid, qui de temps en temps se souvenait qu'il était aussi là pour le processus de paix. Donc ici, si on change de coalition, si on change de Premier ministre, parce qu'on parle quand même, vous me parlez de Tzipi Livni, mais on ne parle pas de Tzipi Livni pour les 2 premières années pour être Premier ministre, on parle d'Yitzhak Herzog. Yitzhak Herzog a rempli des fonctions. Là où il a rempli des fonctions, il a toujours été bien considéré. C'est un homme qui est capable premièrement, de rassembler autour de lui, d'écouter, comme de ministre comprendre. des Affaires sociales. Il a été excellent. Ah oui. Il a été excellent. Il n'y a personne, d'après tous les experts, et je peux vous dire qu'il n'y a personne qui voulait prendre. Les experts du Parti travailliste. Non, quand Kahlon était encore au Likoud à l'époque, il a été catastrophique. Catastrophique. Non. Si Daniel veut nous réinviter sur les problèmes socio-économiques, il n'y a pas de problème, je vous montrerai les chiffres que moi j'ai, il n'y a aucun problème. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on ne parle d'Yitzhak Herzog comme candidat Premier ministre. On ne parle pas de Tzipi Livni. Tzipi Livni, si tout se passe bien, elle le sera dans 2 ans. En tout cas, elle va assurer 2 ans. 2 ans, mais les 2 premières années, ce seront. Donc ça fera du mandat. Oui, tout à fait. Mais bon, il faudra voir aussi quelle sera la future coalition. Si, évidemment, il y a une coalition après les élections, qui sera de Likoud des partis travaillistes, ce qui est une possibilité, éventuellement, pour faire une réforme aussi, une réforme institutionnelle, alors là, ce sera un peu différent. Mais ce qui se passe aujourd'hui, il faut bien comprendre. Regardez, ce soir, il y a eu un sondage qui a été publié ce soir. Si vous regardez bien profondément les sondages, la droite est en baisse. Le Likoud a un peu remonté parce que Israël Beitenu s'est effondré, passé de 10 à 5. Donc le Likoud est un peu passé à un siège ou 2 du Parti travailliste. Mais si vous regardez les blocs, les grands blocs, entre la gauche, les religieux et le centre, la droite aujourd'hui n'est plus majoritaire dans le pays. Et ça va encore dépendre de... C'est le contraire, de quoi vous parlez? Ah non, il y a un sondage de ce soir. Il y a un sondage de Panel Politics ce soir qui est publié. Quels sont les chiffres alors? Les chiffres sont simples, c'est qu'à cause du fait que Chasse est coupé en 2 et qu'il y a pratiquement 3 à 4 mandats qui vont partir. Mais ça va profiter à Benyamin Netanyahou. Ah non, s'il y a 4 mandats de chasse qui partent sous la trappe parce qu'ils n'arriveront pas au seuil d'éligibilité, ça fait 4 de moins. Ça fait encore. Et attention, il faut considérer aujourd'hui qu'il y a un bloc de droite, un bloc du centre et un bloc de gauche. Le bloc de gauche, aujourd'hui, si vous inclusez... Je ne suis pas sûre que cette différenciation, elle soit aussi évidente. Quand on voit même Naftali Bennett, regardez le dernier clip qu'il a diffusé, il s'adresse à qui? Il s'adresse au Tel Avivi, il s'adresse à ceux de gauche. Non. Vous pensez pas que... Non, le clip de Naftali Bennett, c'était bon. Vous ne pensez pas que Naftali Bennett peut vous concurrencer aussi, concurrence beaucoup? Non, mais Naftali Bennett, dans tous les sondages, il a entre 15 et 17 mandats. C'est-à-dire que lui, ses voix passent un peu d'Israël Beitenu à Naftali Bennett, ou du Likoud à Naftali Bennett, ou de Naftali Bennett au Likoud. C'est tout un jeu de vase communicant, en fait. Il n'y a pas vraiment de changement. Il faut regarder les blocs. Et quand vous prenez le bloc Likoud, Bennett, et que vous prenez les blocs des religieux, les religieux maintenant sont affaiblis par le fait que Chasse soit coupé en 2. Eli Shai, vous avez de bonnes chances, en tout cas. On a de bonnes chances d'arriver soit à 61. On va parler du fond plutôt que des chiffres. Vous avez une chance, en tout cas, de concurrencer Benyamin Netanyahou. C'est peut-être la nouveauté de ce scrutin, qui est une véritable alternative. Dernière remarque. Il y a 3 semaines, lorsque la campagne a commencé, on demandait qui pouvait être potentiellement Premier ministre. Netanyahou était à 43% d'intention dans les sondages. Et Yitzhak Herzog était à 12%. Aujourd'hui, lorsque vous posez la même question, 3 semaines plus tard, nous sommes toujours à 40% pour Netanyahou, mais à 33% d'après les sondages d'hier pour Herzog. Donc l'écart se recreuse. On n'est qu'à 3 semaines. Il nous reste 2 mois. On va voir ce qui va se passer dans les 69 jours à venir. Alors, je veux qu'on parle du programme en attendant. On a évoqué le processus de paix. Sur le processus de paix, est-ce que Benyamin Netanyahou est en phase avec son parti? C'est quand même celui qui s'est prononcé pour la solution de 2 États pour 2 peuples. Est-ce qu'il est en phase avec son parti sur cette question-là?
Encore une fois, la question n'est pas de savoir s'il est en phase ou pas avec son parti. La question est de savoir s'il est un partenaire pour un processus de paix. Ça fait 20 ans qu'on négocie ces soi-disant accords d'Oslo. Tzipi Livni, qui était au gouvernement pendant 2 ans, a tenté de négocier également de la même manière qu'elle avait tenté, et elle avait négocié en tant que ministre des Affaires étrangères sous Ehud Olmert entre 2006 et 2009. Et à chaque fois, ces négociations échouent parce qu'elles butent sur la soi-disant question du droit au retour. Donc que ce soit Netanyahou, Tzipi Livni ou Yitzhak Herzog, cela ne fait aucune différence puisque l'OLP continue d'être intransigeante sur la question de ce soi-disant droit au retour. Et donc on revient à chaque fois à la case départ. Alors Netanyahou, effectivement, avait fait ce discours de Bar-Ilan en 2009 dans lequel il avait annoncé publiquement que du fait de la réalité démographique, Israël n'avait ni l'intention, comme il l'avait dit, de faire des Palestiniens ni les sujets ni les citoyens d'Israël. Et que par conséquent, au vu de la réalité démographique, il était prêt à accepter le principe d'un État palestinien, mais avec des conditions très claires, à savoir sa démilitarisation et sa reconnaissance d'Israël comme État-nation du peuple juif. Il y a au Likoud des députés qui le soutiennent là-dessus, d'autres qui ne le soutiennent pas. Le Likoud est un parti démocratique, mais encore une fois, qu'il ait ou pas une majorité au sein de son parti pour ce discours de Bar-Ilan, cela n'a aucune importance dans la réalité, parce que la réalité est qu'il faut qu'il y ait un partenaire de l'autre côté, et ce partenaire n'existe pas. Donc c'est le statu quo qui va prévaloir sous Benyamin Netanyahou? Mais même sous Yitzhak Herzog. Si Yitzhak Herzog arrive à faire une majorité avec Tzipi Livni, on va retrouver exactement le même scénario. Ils vont se remettre à la table de négociation avec Mahmoud Abbas. Ils vont négocier pendant 6 mois, 9 mois, 1 an. Et au bout du compte, Abbas va leur claquer la porte à la figure en disant « pas question de transiger sur le droit au retour ». Et on a déjà été dans ce scénario, puisque je vous rappelle que la gauche était revenue au pouvoir en 99 et que Ehud Barak avait promis monts et merveilles. Et qu'il y a, oui, mais à Mahmoud Abbas, vous savez, il a une proposition encore plus généreuse. Moi, je vais vous dire, moi, le partenaire auquel je crois plus que Mahmoud Abbas isolé, moi, je crois qu'il faut vraiment entamer. D'abord, ma théorie à moi, elle est un peu différente de ce que dit Emmanuel, c'est que moi, je pense qu'en fait, les Arabes sont très pro-Likoud. Je vais vous dire pourquoi. Parce que lorsque Likoud est au pouvoir, eux, ils ont intérêt à ce que le Likoud soit élu. Pourquoi? Parce que lorsque le Likoud est au pouvoir, Israël étant isolé diplomatiquement, eux finalement ils se disent la situation elle n'est pas bonne pour eux, mais comme elle empire chaque jour pour Israël du point de vue diplomatique et du point de vue économique, finalement à long terme c'est pas mauvais pour les Arabes. Au maximum on deviendra un État binational. Tandis que si aujourd'hui Yitzhak Herzog est élu, ça va quand même créer un choc diplomatique et un choc politique dans toute la région. Ce qui va se passer, c'est que ça va mettre... je vais vous répondre. Ça va mettre les Palestiniens au pied du mur. Parce que tant que finalement que Netanyahou est au pouvoir, c'est facile puisqu'ils ne veulent pas vraiment résoudre... Les Palestiniens va changer en fonction des dirigeants. Non, je dis que ça va obliger les pays arabes à faire pression sur les Palestiniens en disant maintenant il y a un autre partenaire, il n'y a plus l'excuse que c'est le Likoud intransigeant, la droite extrême, l'extrême droite, qui crée des colonies. Vous prenez vraiment les téléspectateurs pour des imbéciles. Parce qu'on a déjà eu ce scénario à 2 reprises. En 1999 avec Ehud Barak et en 2008 avec Ehud Olmert. Et Ehud Olmert a négocié avec Mahmoud Abbas. Il lui a proposé bien plus que Barak a proposé. Donc on a déjà été dans ce scénario. Tu as tout à fait raison, mais les circonstances changent aussi. Oui, vu ce qui se passe... De toute façon, tout ce qui s'est passé après l'été, entre le fait que les pays arabes maintenant ont l'air de vouloir... D'abord, l'ennemi c'est l'Iran, pour tout le monde. Pratiquement pour tout le monde. Deuxièmement, l'État islamique qui arrive dans notre région fait en sorte que les pays arabes, les pays du Golfe sont quand même sous pression. Tout le monde veut aujourd'hui essayer de résoudre. Le problème, en fait, israélo-palestinien, il est plus tellement fondamental dans la région par rapport aux autres, à ce qui se passe en Syrie, à ce qui se passe en Irak, à ce qui se passe dans tous les autres pays. Ce qu'il faudrait, c'est arriver à ce que la Ligue arabe soutient les Palestiniens. Je crois que Mahmoud Abbas, aujourd'hui, résoudre le problème palestinien, il n'en est pas capable, je le dis. En tant qu'homme de gauche, je ne crois pas qu'il est capable. Le monde arabe est une zone de guerre depuis la Libye jusqu'à l'Irak. Donc pourquoi est-ce qu'eux sont capables d'offrir la paix alors qu'ils s'entretuent les uns les autres et que tous les pays arabes sont en train d'imploser? Vous avez quand même les pays du Golfe, vous avez quand même l'Arabie Saoudite, vous avez quand même le Qatar. Regardez ce qui se passe. D'abord, on avait en Égypte, on avait les frères musulmans. Les frères musulmans sont tombés. En Tunisie, on avait les frères musulmans sont tombés. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas capables de résoudre les problèmes économiques. Aujourd'hui, il y avait un article dans le journal aujourd'hui qui prétendait que maintenant, même l'État islamique commence à devenir très impopulaire dans les régions d'Irak et de Syrie. Et donc, ils sont capables de résoudre ce conflit. Je n'ai pas dit ça, mais ça va créer... qu'on pouvait compter sur une nouvelle alliance de pays arabes modérés. Entre les pays sunnites et nous-mêmes. Il faut bien comprendre une chose, c'est qu'il y a aujourd'hui une implosion de pays comme la Libye, comme la Syrie, comme l'Irak. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui finalement?
Le Golfe. Il reste les pays du Golfe, mais les pays du Golfe, aujourd'hui, il ne faut pas oublier que la chute des prix du pétrole est en train de les mettre dans une situation très précaire. C'est eux qui l'a créé pour affaiblir. Non, pas exactement. Pas exactement. L'Arabie Saoudite est prête à pas exactement. Cela les met dans une... Oui, elle dit ça aussi pour faire peur à la Russie. Ils veulent enlever, mais il nous reste l'Égypte qui a été sauvée sauvée au dernier moment grâce au coup d'État militaire et aux soi-disant élections de Al-Sisi. Donc, c'est vrai qu'il y a une menace qui est celle de l'Iran. Mais décrire aujourd'hui le monde arabe comme uni avec Israël contre l'Iran, il ne faut pas exagérer. Je vous propose de revenir à Israël. C'est le débat, on va parler politique. Et la proposition de Benyamin Netanyahou, vous me disiez hors antenne que ce n'était pas nouveau en tout cas, c'est de réformer le système électoral. Je vous propose d'abord d'écouter l'avis des Israéliens là-dessus. On leur a demandé si c'était nécessaire et vous nous expliquerez de quoi il s'agit exactement juste après. Le système d'aujourd'hui marche à coup de manipulation et d'intrigue à l'intérieur des partis et entre les partis. Tu choisis un candidat pour ses idées et ce qui se passe, c'est que même s'il veut les mettre en application, il ne peut pas le faire. Cette situation impossible qui perdure depuis trop longtemps doit changer. Un changement de conception, pas un petit changement ici ou là, mais un changement en profondeur. Vous savez, deux juifs qui s'entendent sur une même chose, cela n'existe pas. À chaque fois qu'il y a deux juifs, il y a trois synagogues. Une pour le premier, une autre pour le deuxième, et une troisième où personne ne va. C'est pareil avec les partis politiques. D'après moi, il faut augmenter le seuil électoral à 10% afin d'éviter les petits partis politiques. Si un candidat est bon, il n'a qu'à s'unifier avec un gros parti. Parce que tel quel, on ne sait pas pour qui voter. Un candidat peut se faire élire et pourtant ce n'est pas sûr qu'il devienne Premier ministre avec toutes ces combines. S'il y avait moins de partis politiques, ce serait plus simple. Emmanuel Navon, que propose exactement Benyamin Netanyahou pour assurer la stabilité du gouvernement, brièvement? Et est-ce que la solution qu'il propose est efficace? Brièvement, rien. Ce qu'il propose, c'est quelque chose, il dit finalement il faudrait que le chef du plus grand parti forme le gouvernement, cela n'amènera aucunement la stabilité politique. C'est vraiment de la poudre aux yeux. Il n'y a pas que Laurent qui prend les gens pour des imbéciles, comme je disais tout à l'heure. Vous êtes deux. Mais ce qui manque aujourd'hui à Israël, encore une fois, demander que le chef du plus grand parti forme la coalition, c'est pas ça qui va résoudre le problème. C'est pas ça qui crée l'instabilité politique en Israël. Qu'est-ce qui crée l'instabilité politique? C'est qu'on a un système de vote à la Knesset qui est la proportionnelle intégrale, que finalement nous n'avons pas de vote de circonscription puisque le pays entier constitue une circonscription et que finalement nous avons hérité ce système qui a été adopté à la va-vite pendant la guerre d'indépendance et qu'on n'a jamais réussi à adopter un système normal, à savoir un système d'élection dans des circonscriptions et d'avoir au moins partiellement un système majoritaire. Donc nous avons un système qui a été abandonné dans tous les pays du monde quasiment de cette proportionnelle intégrale sans circonscription parce que ça crée un éclatement politique, ça crée de l'instabilité. Il y a eu dans l'actuel gouvernement une mini-réforme d'augmenter le seuil d'éligibilité de 2% à 3,25%, mais cette réforme ne va faire qu'empirer les choses. Pourquoi? Parce que ce seuil d'éligibilité va éliminer les tout petits partis qui n'ont jamais été la cause de l'instabilité politique et ne va faire que renforcer le pouvoir de chantage des partis de taille moyenne. Ce qu'il faut aujourd'hui en Israël, à mon sens, c'est d'abord créer des circonscriptions, parce que quand vous n'avez pas de circonscription, les hommes politiques, les élus n'ont pas de compte à rendre à leurs électeurs, mais uniquement à leur parti, et ça c'est malsain, ça crée de la corruption, et ça ne crée pas une responsabilité vis-à-vis des électeurs, mais aussi introduire, partiellement en tout cas, un système majoritaire pour réduire le nombre de partis. C'est ça le véritable problème. Qu'est-ce que vous proposez de ce côté-là? Premièrement, ce que propose Netanyahou, en fait, c'est un rapprochement avec la Corée du Nord. C'est-dire vous avez vu le sens de la formule tous les deux ce soir. C'est très agréable. Mais en fait, non, vous avez vu comment il a demandé quand même à l'Assemblée s'il pensait qu'il y avait quelqu'un de mieux que lui, et tout le monde a levé les bras, comme en Corée du Nord. Moi, c'est pas très grave, c'est un peu amusant. Mais bon, par rapport à l'augmentation du seuil d'éligibilité, d'abord, il y a deux choses qui vont être très importantes. Vous dites que ça va pas changer grand-chose. Ça va changer beaucoup. Ça va empirer les choses. Moi, je ne crois pas. Parce que, Emmanuel, vous savez combien de voix ont été perdues lors des dernières élections pour les partis qui se sont présentés et qui n'ont pas été élus? Vous avez à peu près une idée de l'ordre? Ça a éliminé des Attendez, petits partis. 270 000 voix
ont été perdus lors des dernières élections, j'ai regardé sur le site internet de la Knesset, de gens qui ont voté pour des partis qui n'ont pas passé le seuil d'éligibilité, ce qui a fait que c'est 7% des gens qui ont voté. Quand la différence entre la gauche et la droite des élections était de 61-59, vous imaginez que si les 7% s'étaient exprimés et que ça avait passé le seuil d'éligibilité, les résultats auraient pu être tout à fait différents. Première chose. Deuxième chose, l'union entre les partis arabes va aussi changer la donne au niveau des partis arabes. Le fait que le seuil d'éligibilité ait été relevé, vous avez vu que ça crée aussi certainement des alliances, partis travaillistes, etc. Donc c'est pas tout à fait vrai ce changement-là. Vous savez, en Allemagne, le seuil d'éligibilité est de 5%. Ce qui n'est pas mal non plus. Non, mais c'est très mal, je vais vous dire pourquoi. Parce que dans les précédentes élections, il y a 1 an et demi en Allemagne, justement parce que le seuil d'éligibilité de 5%, cela a bloqué le parti libéral de rentrer au Bundestag, alors que c'est l'allié naturel d'Angela Merkel. S'il est naturel, il aurait dû être élu. Elle aurait dû créer une coalition avec le parti libéral. À cause de ce seuil d'éligibilité élevé de 5%, elle s'est retrouvée avec le parti social-démocrate. Le sujet du Likoud, car c'est là que nous attend notre envoyé spécial Léa Berdugo. Léa, bonsoir. C'est donc une campagne qui est placée sous le signe de la sécurité qu'a lancé Binyamin Netanyahou. Oui, exactement. La campagne est lancée et comme vous l'avez dit, le Premier ministre va mettre l'accent sur un thème, la sécurité. Alors Benyamin Netanyahou a tenté de décrédibiliser ses adversaires, Tzipi Livni et Yitzhak Herzog, et a moqué leur faible capacité, selon lui, à faire face aux menaces extérieures comme le Hamas, le Hezbollah ou encore la menace nucléaire iranienne, parce que Benyamin Netanyahou sait tout simplement qu'il a plus de crédibilité auprès de la population israélienne sur ce sujet. D'ailleurs, c'est avéré dans les sondages. C'est la première fois que Benyamin Netanyahou passe en tête et arrive devant Yitzhak Herzog et Tzipi Livni depuis plusieurs semaines. Il est crédité, selon la chaîne parlementaire israélienne, de 24 sièges contre 23 pour Tzipi Livni et Yitzhak Herzog, les chefs des partis Atnoua et travaillistes. Une élection qui va donc se faire au coude à coude, une élection qui sera très serrée le 17 mars prochain. Et on en discutait sur ce plateau même, Binyamin Netanyahou qui propose une réforme constitutionnelle. Oui, exactement. Une réforme du système politique qui tient en 2 points. Premier point, alors le Premier ministre sera forcément issu du parti arrivé en tête lors des élections. Une partie qui ne plaît pas aux partis minoritaires puisque cette réforme vise à renforcer les partis principaux. Et deuxième point de la réforme que souhaite mettre en place Netanyahou, le fait que le gouvernement ne puisse tomber que dans des circonstances exceptionnelles. Une motion de censure devra requérir une majorité renforcée. Le but est de renforcer le pouvoir exécutif selon Netanyahou, mais aussi son parti. Alors on a eu une réaction lapidaire de la part de Tzipi Livni et de Yitzhak Herzog qui ont dit que le problème n'était pas la gouvernance mais le gouvernant. Une attaque en règle contre Benyamin Netanyahou. Merci beaucoup Léa Berdugo en direct du QG du Likoud. Vous n'allez pas contredire, j'imagine, ce que l'on vient d'entendre. Le problème, ce n'est pas la gouvernance, mais le gouvernant. Je voudrais juste une dernière réaction par rapport à Moshe Feiglin qui a quitté le parti. Est-ce que le Likoud est en train de retrouver sa couleur naturelle ? Vous savez, Moshe Feiglin s'était joint au Likoud au début des années 2000. Il le disait ouvertement à l'époque, c'était une sorte d'OPA. Donc, comme je dis toujours, il ne pouvait pas non plus s'attendre à ce que le Likoud l'accueille les bras ouverts, alors que lui-même disait qu'il voulait transformer le parti de l'intérieur. Cela n'a pas marché, en dépit de 15 ans d'investissement politique, et il a fini par tirer la conclusion et quitter le parti. Merci beaucoup Emmanuel Lavon, merci Laurent Siget d'avoir participé à cette première partie du Grand Direct. Je vous retrouve dans quelques instants pour la suite de cette édition. Soyez là. Élection anticipée en Israël, le Likoud est officiellement entré en campagne. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou joue la carte de la sécurité. Il promet une réforme du système électoral du pays. La rupture entre le Qatar et le Hamas a-t-elle été consommée? Le Hamas dément les informations selon lesquelles son leader Khaled Meshal a été expulsé de l'Émirat. Les deux entités se sont récemment éloignées à la faveur d'un rapprochement entre Doha et le Caire. Et puis alerte aux intempéries hivernales au Moyen-Orient. Une tempête devrait s'abattre sur Israël et sa région à partir de demain. En prévision, une forte baisse des températures et de grandes quantités de précipitations prévues.
Ils étaient 18 000 personnes à manifester hier dans l'est de l'Allemagne contre l'islamisation de la société, un record d'affluence, beaucoup sous la bannière Pegida. Le mouvement islamophobe continue de prendre d'ampleur en dépit de la vaste contre-mobilisation qu'il a suscité. Des messages adressés par les politiques de tous bords, à commencer par Angela Merkel. On fait le point en images avec Julia Galancia. Pas de projecteur sur les xénophobes. Plusieurs grandes villes allemandes ont éteint hier leurs principaux édifices pour plonger dans le noir les manifestants du mouvement Pegida, autrement dit les Européens patriotes contre l'islamisation de l'Occident. Les contre-manifestants se sont mobilisés en masse pour dépasser le mouvement populiste à Münster, Stuttgart, Hambourg, mais aussi dans la capitale fédérale. Je crois que le pire dans tout ça, c'est que c'est un mouvement contre l'ouverture de la société. Ils veulent créer leur propre communauté parce qu'ils trouvaient que c'était mieux avant. Pour moi, c'est n'importe quoi. Les musulmans représentent moins de 1% de la population dans la Saxe. Pourtant, à Dresde, la manifestation contre l'islamisation de la société a réuni lundi 18 000 personnes. Le mouvement Pegida a plusieurs cibles: l'islam, les étrangers, les médias, les élites politiques qui dilueraient la culture chrétienne allemande. Ça n'a rien à voir avec le nazisme. Je ne suis pas un nazi, je ne suis juste pas non plus un ami de l'islam. Le mouvement a été dénoncé par des politiques de tous bords, en particulier par la chancelière allemande. Angela Merkel a appelé ses compatriotes à ne pas participer à ces manifestations, estimant qu'elles étaient organisées par des gens au cœur rempli de préjugés et de haine. Nous devons brandir notre drapeau et affirmer que l'extrémisme de droite, la xénophobie, l'antisémitisme ne peuvent trouver aucune place dans notre société. Et vous vous êtes toujours élevés contre ça, même dans des régions du pays où la réalité est bien pire qu'on ne le voudrait. D'après le recensement de 2011, près de 2% de la population allemande est musulmane. Ils sont en majorité originaires de Turquie. La plupart des musulmans vivent à Berlin et dans les grandes villes de l'Allemagne de l'Ouest. On reste en Allemagne, à Berlin, au pied des barres d'immeubles de Marzahn-Hellersdorf, un quartier déshérité de l'ancien Berlin-Est. Des habitants crient le ras-le-bol face à l'afflux de réfugiés, alors que les manifestations instrumentalisées par des groupes d'extrême droite ont essaimé dans toute l'Allemagne. Reportage. Cela se passe toutes les semaines dans le quartier berlinois de Marzahn-Hellersdorf. Des militants d'extrême droite et des habitants se rassemblent pour protester contre le projet d'ouverture d'un foyer de demandeurs d'asile à la place d'un terrain de foot désaffecté. Des crispations qui agitent ce quartier depuis plusieurs mois déjà et qui attristent certains habitants. Ça ne nous plaît pas trop ce débat autour des étrangers. Nous pensons que les étrangers sont les bienvenus ici et qu'il faut nous occuper d'eux. Marzahn-Hellersdorf, une vaste cité dortoir de près de 300 000 habitants aux interminables barres d'immeubles. Un habitant sur 5 est bénéficiaire d'une allocation réservée aux plus pauvres et une famille sur 2 est monoparentale. Dans ce contexte social fragile, l'inconnu fait peur. Pour beaucoup d'habitants du quartier, être en contact avec des gens d'une origine différente, qui a peut-être une autre religion, c'est une nouvelle expérience. Face à ces doutes, les habitants ont donc décidé de manifester toutes les semaines contre l'ouverture du foyer. Des rassemblements qui seraient organisés en sous-main par l'extrême droite. Au petit parti affilié à la mouvance néo-nazie Pro-Deutschland, on propose plus d'éducation et moins d'immigration. En clair, l'argent aux Allemands et pas aux migrants. On se dit, comment est-ce possible que vous ayez de l'argent pour les réfugiés? Pourquoi n'avez-vous pas les moyens de réparer les rues? La municipalité devrait pouvoir nous donner une réponse. Les manifestations contre l'islam se sont généralisées dans le pays depuis le mois de décembre et continuent de mobiliser en ce début d'année comme lundi soir à Dresde. Des rassemblements qui inquiètent au plus haut niveau puisque la chancelière allemande a dénoncé dans ses vœux du Nouvel An les cœurs remplis de préjugés et de haine. En bref, combat acharné entre l'État islamique et l'armée irakienne. Au moins 23 membres des forces de sécurité ont été tués dans 2 attentats suicides et des heurts avec des djihadistes de l'organisation État islamique. Ça s'est passé dans la province d'Al-Anbar en Irak. Cette localité est située à une dizaine de kilomètres de la ville de Baghdadi qui abrite la base aérienne d'Al-Assad où sont déployés des conseillers militaires américains. 100 jours après son arrivée au pouvoir, le nouveau président afghan Ashraf Ghani peine toujours à former son cabinet d'union nationale. Une impasse qui mine la relance économique et qui nourrit l'insurrection islamiste à l'heure du départ des troupes de l'OTAN. Leslie Rezoug nous en dit plus. Fin de la mission de combat de l'OTAN en Afghanistan. Après 13 ans de présence, les 140 000 soldats de la coalition se sont retirés du pays fin décembre. Un véritable défi pour les militaires afghans qui vont devoir faire face seuls à la menace talibane particulièrement importante dans le sud du pays.
Mais ce n'est pas la seule conséquence logistique sur le terrain. Mines, munitions et bombes. Après plus de 30 ans de guerre, le sol afghan reste l'un des plus dangereux du monde. Une véritable tragédie pour la population et l'une des premières causes de mortalité dans le pays. Car les troupes de l'OTAN n'ont pas pris la peine d'effectuer un travail de déminage pourtant obligatoire selon les conventions internationales. Un scandale dénoncé par ce responsable afghan. Après tant de tragédies, la perte de milliers de vies, d'enfants, de personnes innocentes, de femmes, d'hommes, j'espérais que les conflits de cette ère au moins pourraient attirer l'attention sur ce problème. Mais je constate que même les armées les plus avancées au monde ne font pas assez attention à cela. Sol truffé d'explosifs, armée mal préparée, c'est un véritable défi qui attend le nouveau président Ashraf Ghani. 100 jours après son arrivée au pouvoir, il peine toujours à former un gouvernement d'unité nationale. En cause des divergences profondes avec son ancien rival Abdullah Abdullah, qui empêche la nomination de ministres acceptée par les deux partis. Une impasse politique qui ne décourage pourtant pas le président. Il a récemment été l'artisan d'un accord inédit sur la sécurité avec Washington. Son objectif, faire enfin revenir la paix et la sécurité en Afghanistan. Et on en vient à ces informations contradictoires qui circulent sur une expulsion présumée de Khaled Meshal du Qatar vers la Turquie. L'information a été publiée aujourd'hui par l'Associated Press, puis démentie par le Hamas. On va tenter d'y voir plus clair avec vous, Ali Waqued, spécialiste du monde arabe. Daniel. Bonjour. Est-ce que vous avez des informations qui confirment ou infirment ces... Pour le moment, comme vous l'avez dit, le Hamas nie cette information, mais le ministère des Affaires étrangères au Qatar refuse de nier soit de confirmer cette information. Ce qui est plus probable, c'est que dans les jours à venir, le Hamas annoncera une nouvelle réorganisation de sa direction de l'extérieur. Et dans le cadre de cette réorganisation, Khaled Meshal sera déplacé du Qatar, probablement en Turquie. Auparavant, on parlait du Soudan, mais le Soudan est en train, lui aussi, comme le Qatar, arranger ses relations avec l'Arabie Saoudite. C'est pour cela qu'il est peu probable que Khaled Meshal trouvera sa nouvelle position au Soudan. Donc la Turquie reste l'adresse finale. Mais Daniel, c'était une question de temps pour voir le Hamas et Khaled Meshal, plus précisément, payer le prix de ce changement dans la politique extérieure du Qatar, le rapprochement entre le Qatar et l'Arabie Saoudite, le rapprochement entre la réconciliation plutôt entre le Qatar et l'Égypte il y a quelques jours. C'était clair que le Hamas sera le victime de ce changement, de cette réorganisation de la politique extérieure du Qatar. Mais je crains que la nouvelle la plus importante, c'est que l'alternative pour le Hamas sera l'Iran. Et ces derniers jours, ces dernières semaines, le Hamas est en train de renouveler ses relations avec l'Iran. Une délégation du Hamas a visité l'Iran. Khaled Meshal est attendu en Iran dans les semaines à venir. Donc il n'y a pas de vide et ce vide sera rempli très rapidement par le Qatar, ce qui signifie que c'est vrai que le Qatar a été un grand support pour le Hamas, a financé le Hamas, l'administration du Hamas, mais l'Iran cherche... Pourquoi il a choisi de se tourner vers l'Égypte? Quel intérêt pour le Qatar de se rapprocher de l'Égypte? Bon, le Qatar a trouvé que ces derniers mois, elle a payé le prix de sa politique anti-Arabie Saoudite, anti-nouveau régime en Égypte. Et dans cette organisation de la région, dans le cadre de laquelle l'Iran est en train de prendre de plus en plus de morceaux dans cette région du Golfe Persique, et l'isolement du Qatar sur la scène internationale a poussé l'émir du Qatar à presque briser avec la politique traditionnelle de l'Émirat et adopter une politique plus pro-occidentale, mais surtout plus pro-Arabie Saoudite et l'Égypte. Donc, retourner vers la base essentielle du monde arabe, qui est l'Égypte et l'Arabie Saoudite, renoncer pour le moment à la politique indépendante et indépendante
indépendantiste de l'Émirat. Et c'était clair tout à fait que le Hamas sera une des premières victimes de cette réorganisation de la politique extérieure du Qatar. La question, c'est comment est-ce que nous, dans cette région, notamment en Israël et à la frontière avec la bande de Gaza, on va sentir comment est-ce que ce changement va se refléter quand l'Iran ouvrira ses robinets pour le Hamas. Merci beaucoup Ali Wakad pour cette analyse. Le verdict est tombé dans l'affaire de l'enlèvement et de l'assassinat en juin dernier des 3 adolescents en Cisjordanie. Prison à perpétuité pour le cerveau du rapt Hossam Kawasmeh. La sentence a été prononcée par un tribunal militaire israélien en Cisjordanie. Les détails avec Elsa Mourg. 3 fois la prison à vie. C'est la sentence décrétée par le tribunal militaire de Judée ce mardi à l'encontre d'Hossam Kawasmeh, 40 ans, résident d'Hébron, le cerveau de l'enlèvement et de l'assassinat des 3 jeunes adolescents israéliens en juin. Hossam Hassan Kawasmeh avait déjà été reconnu coupable la semaine dernière sur la base de ses aveux. Il a planifié le financement du rapt et aurait ainsi reçu plus de 40 000 € du Hamas, ce qui lui a permis de fournir les armes aux 2 assassins, son neveu Marwan Kawasmeh et Ammar Abou Eisha. Tous 2 ont été tués dans une fusillade avec l'armée israélienne le 23 septembre. Le rôle d'Hossam Kawasmeh ne s'est pas arrêté au recel d'armes. Il a aussi caché les corps de Gilad Asher, Naftali Frankel et Eyal Yifra sur une parcelle de terrain qu'il avait récemment achetée. Puis il a détruit les preuves, notamment en incendiant la Hyundai nouvellement volée, utilisée pour l'enlèvement. Les corps des 3 étudiants de Yeshiva ont été retrouvés le 30 juin, 18 jours après leur disparition. Le Shin Bet, l'agence israélienne de sécurité, a arrêté Hossam Kawasmeh le 11 juillet dans le camp de réfugiés de Shwafat à Jérusalem-Est, alors qu'il prévoyait de s'enfuir en Jordanie avec de faux papiers. Sa maison à Hébron a été détruite par les forces de sécurité israéliennes en août. Hossam Kawasmeh avait déjà été emprisonné par Israël de 1995 à 2002 après avoir été reconnu coupable d'implication dans des attaques terroristes du Hamas. Il faisait notamment partie d'une cellule qui a organisé des attaques à la bombe. On reste en Israël et c'est désormais l'heure du journal de campagne. Les partis arabes israéliens seraient proches d'un accord d'unité. Une réunion du Parti socialiste Hadash a abouti sur une décision de poursuivre les négociations pour une fusion avec les autres partis arabes, Balad et Ra'am-Tal. Focus en tout cas sur ce parti, le Hadash, avec Leslie Herzog. Une réunion qui aura marqué un tournant ce samedi. Après plus de 5 heures de débats animés, le comité du parti judéo-arabe Hadash a voté presque unanimement en faveur d'une liste conjointe à tous les partis arabes. C'est une union, une réconciliation, un compromis entre les différents points de vue. Mais ce n'était pas la seule surprise que réservait le parti Hadash, Front démocratique pour la paix et l'égalité. L'ancien président de la Knesset, Avram Burg, rejoint les rangs du parti, faisant ainsi le grand saut après 10 ans passés au sein du parti travailliste. Pour vous, c'est un saut. Pour moi, ce n'est qu'un pas. Ça fait 10 ans, presque 11 que j'ai quitté la politique. J'ai consacré la majeure partie de mon temps à la réflexion. Le discours israélien, qui était un discours patriotique modéré, est devenu ultranationaliste et c'est grave. Burg est arrivé au meeting de Nazareth de chez lui à Jérusalem, prendre la voiture le Shabbat, jour du repos hebdomadaire dans la tradition juive, pour assister à l'événement, était selon lui une question de vie ou de mort. Oui, je porte une kippa, c'est ma foi personnelle et ma relation avec le Créateur. Et le fait que je rejoigne un parti dont l'électorat est à majorité arabe, c'est une chance de coopération. D'un point de vue extérieur, l'union des partis arabes semble une évidence, mais les fossés idéologiques entre les différentes factions sont immenses. Cette alliance pourrait être comparable à une union, certes improbable, du parti de gauche Meretz au Likoud de droite et au parti orthodoxe Shas. Pour sa part, Burg estime que Hadash ne devrait pas se confiner aux étiquettes des divisions ethniques. Je suggère de créer un très grand front puisant au plus profond des sociétés juives et arabes pour rallier toutes les forces libérales progressistes qui croient en une politique laïque pour remplacer le discours actuel. Mais les prochaines élections présentent une importante menace pour les partis arabes. En effet, le seuil électoral pour être représenté au Parlement passera de 2% à 3,25%. Nous ne pouvons pas courir un risque certain en se présentant séparément. Pour finalement perdre les élections, nous préférons nous réconcilier sur les questions essentielles et réussir aux élections. Les derniers sondages prédisent 11 sièges pour la liste des partis arabes, de quoi ouvrir un nouveau chapitre sur la scène politique israélienne.
Vague de froid au Moyen-Orient, en Israël, le service météorologique prédit des précipitations à travers le nord et le centre du pays dans les prochains jours avec des vents violents, des tempêtes de sable et une forte probabilité de crue dans tout le sud du pays. À Tel Aviv aussi, on se prépare à faire face à la tempête comme l'a constaté Maxime Pérez. À Tel Aviv, les autorités se préparent activement à la tempête. Ici, dans le centre-ville, ce sont les feux et les panneaux de signalisation qu'on renforce de béton pour qu'ils résistent aux bourrasques de vent. Dans les rues, la ville blanche est déjà loin d'afficher sa vitalité habituelle. Exemple au marché des artistes habituellement bondé, mais qui ce matin ne se prêtait pas aux affaires. Vous voyez, je me tiens prête. Si le temps tourne, je plie bagages et rentre à la maison. Mais la plus grande crainte des autorités concerne les plages du littoral. Avec la tempête, la mer menace de déborder sur la promenade. Du coup, des pelleteuses ont érigé ces imposantes dunes de sable sur plusieurs centaines de mètres. Vous savez, en Israël, un tsunami, ça équivaut à quelques vagues. Notre hiver est relativement calme. Mais bon, on a toujours 2-3 jours de tempête, une semaine à tout casser. Mais on s'y prépare toujours avec de gros moyens. Un peu plus loin, en revanche, les kitesurfers sont à la fête. Les conditions météo sont pour eux une aubaine. Malgré le danger et la très basse température de l'eau, ils étaient nombreux à s'être donné rendez-vous. C'est une super journée pour nous. On attend ce moment toute l'année pour venir surfer et c'est vraiment le pied. La tempête qui s'apprête à frapper Israël devrait entraîner une forte paralysie du pays pendant au moins les prochaines 48 heures. Et même si les principales intempéries sont annoncées dans le nord d'Israël et à Jérusalem avec d'importantes chutes de neige, ici à Tel Aviv, les prévisions météorologiques annoncent des vagues de plus de 10 mètres et des vents avoisinant les 100 km/h. Vous regardez le Grand Direct et c'est l'heure du journal de l'Écho. Et l'actualité économique, c'est avec Thibaut de la Baronnière, analyste financier. Bonsoir. Bonsoir. Alors l'actualité éco du jour, c'est le pétrole qui poursuit sa glissade avec un baril qui est passé sous la barre des $50. Comment expliquer cette chute ? Tout à fait, Daniel. On assiste à une véritable guerre des prix entre les différents producteurs pétroliers mondiaux. On a un double phénomène de baisse de la demande et de hausse de l'offre au niveau mondial qui va provoquer un rééquilibrage mondial du rapport de force entre les différents pays. Et le phénomène risque de continuer et de s'auto-entretenir. En effet, les États-Unis, qui produisent maintenant à peu près autant que la Russie et l'Arabie Saoudite, sont intéressés avec l'Arabie Saoudite à sanctionner la Russie, l'Iran et le Venezuela, principaux autres pays producteurs, à faire baisser les prix et à rentrer dans une guerre des prix prolongée. La Russie a déjà commencé à en subir les conséquences. La production américaine a augmenté d'ailleurs de 50% entre 2008 et 2013, et c'est une sanction très dure pour la Russie. Il y aura donc des perdants, les marchés émergents tels que Russie, Iran, pays africains et Venezuela, et puis le secteur des énergies renouvelables, et puis des gagnants, à savoir le consommateur final des pays européens et du Japon et des États-Unis, et puis les États-Unis de manière générale, puisque le dollar augmente pendant que le prix du pétrole, lui, baisse. Merci beaucoup Thibaut de la Baronnière pour ce décryptage. Alors on passe Daniel. Tout de suite à l'actualité des sports. On ne l'attendait pas et pourtant la marque au Lyon a décidé de faire parler d'elle cette année. Peugeot revient participer au Paris-Dakar cette année après 25 ans d'absence. Reportage. La marque au Lyon est de retour. Peugeot revient créer la sensation au Paris-Dakar 2015. Une situation qui impressionne autant qu'elle suscite des interrogations. Aujourd'hui, avec une redoutable 2008 DKR, cet impressionnant buggy à 2 roues motrices et plusieurs stars au volant, Peugeot affiche clairement ses ambitions, comme le prouve le pilote français Stéphane Peter-Hansel. Toujours aussi excité, impatient de démarrer parce que c'est vrai que depuis des mois, on travaille sur ce projet de Dakar 2015 avec Peugeot. Beaucoup d'énergie dépensée, une nouvelle voiture, une nouvelle équipe. Tout le monde a besoin d'apprendre, on a besoin de tester encore un peu plus la voiture pendant la course. Mais en tout cas, très content d'être là, la 2008 est magnifique. Du temps du Dakar africain, la marque française régnait sur l'épreuve.
Entre 1987 et 1990, elle a connu 4 victoires d'affilée grâce à ses pilotes finlandais Ari Vatanen et Juha Kankkunen. Peugeot avait ensuite abruptement quitté la course pour se consacrer au monde des circuits. C'est sous la direction de Jean Todt que l'écurie française a brillé au Dakar. Mais l'équipe, chère à son cœur, a passé 6 ans en Formule 1 sans aucune victoire en Grand Prix. L'arrivée de Carlos Tavares à la direction du groupe, passionné de course automobile, a entériné le retour au Rallye Raid. Son vaste plan de relance de PSA baptisé Back in the Race s'inscrit dans la volonté de redressement économique de l'entreprise. Un retour en rallye qui ravit les organisateurs du Dakar. C'est un vrai plaisir de voir revenir un acteur majeur du sport mondial, un constructeur majeur du sport mondial dans la compétition Dakar. La victoire spectaculaire de Sébastien Loeb, prêté par la société sœur Citroën en 2013 à la course de Pikes Peak, a relancé la légende Peugeot. Un temps pressenti, Loeb n'est pas aligné à Buenos Aires cette année. Peugeot n'en affiche pas moins un casting impressionnant. La marque au lion a choisi des cadors pour tenter de détrôner l'Espagnol Nani Roma ou le Qatari Nasser Al-Attiyah. Les 3 pilotes Peugeot ont déjà remporté la course, le matador espagnol Carlos Sainz, Cyril Després et le recordman absolu des victoires sur l'épreuve, Stéphane Peter Hansel, avec 5 titres en auto et 6 titres en moto. Je suis passé pilote automobile. J'avais une envie, c'est de conduire pour Peugeot, un constructeur français. Et depuis quelques mois, on y est, on est dans l'aventure. Il y a des opportunités comme ça qui arrivent une fois dans une vie et celle-là, c'en était une, à pas louper en tout cas. Peter Hansel redoute néanmoins la concurrence de son ancien constructeur, la marque Mini. Pourtant, le champion en titre Nani Roma a déjà rencontré de graves difficultés avec Mini cette année et craint Peugeot. Tous les ans, c'est difficile de gagner, mais cette année, encore un peu plus. Il y a de grands pilotes, de grandes voitures, comme avec Peugeot. Pour moi, c'est un nouveau challenge. Peugeot a connu des retards dans le développement de la 2008 DKR, mais ce dérivé de la 208 sera une vitrine idéale pour la Peugeot 2008, produite au Brésil. Le groupe PSA, très présent mais en difficulté en Amérique du Sud, a tout à gagner d'une course à l'impact médiatique devenue incontournable dans le monde entier. Et tout de suite, on parle culture dans le Grand Direct. Enfant terrible de la littérature française, l'écrivain Michel Houellebecq fait un retour fracassant avec un nouveau roman futuriste sur une France islamisée. Le livre fait polémique avant même sa parution. Demain, il s'appelle Soumission et son titre renvoie à la traduction du mot islam, soit allégeance à Dieu. Certains l'accusent de marquer le retour des thèses d'extrême droite dans la littérature française. Je propose d'écouter une réaction, celle d'Edwy Plenel, cofondateur du site Mediapart. Un écrivain sort un roman. Un roman, c'est une fiction. Nous, journalistes, nous devons nous occuper des faits, de la réalité, et pas de scénarios futurs, de sortes de cauchemars inventés par un écrivain. Qui plus est, un écrivain dont l'on connaît depuis 15 ans l'islamophobie, la peur, la haine de l'islam, des musulmans. Pourquoi M. Houellebecq, qui est un romancier, se retrouverait comme un événement politique ? Pourquoi serait-il au journal de France 2 ? Pourquoi serait-il traité comme le porte-parole d'une idée politique ? Il devrait être simplement à la rubrique littéraire, dans les chroniques littéraires. Ce sont les médias qui en font un événement politique avant même d'avoir lu le livre. Quand on dit qu'une religion est une menace, est un danger, quand on parle des musulmans en bloc, en les essentialisant, eh bien, l'on est en train de construire un épouvantail, et cet épouvantail, c'est un appel à mettre la France en guerre avec elle-même, avec une partie de son peuple. On construit une question musulmane, on la rend populaire, de la même manière qu'en Europe, pendant des décennies, on a construit de manière arbitraire, idéologique, une question juive, en prenant les juifs en bloc, en les assimilant à l'argent, à une menace. Et nous savons la suite en Europe. Le mariage gay autorisé en Floride, un juge de l'État a levé aujourd'hui l'interdiction faite aux couples gays de se marier. Et vendredi, la Cour suprême des États-Unis va se réunir pour prendre une décision valable dans tout le pays sur le mariage homosexuel. Léa Volbert et Ayman Siksak.
Ce lundi à minuit, l'ambiance est à la fête en Floride où le mariage homosexuel est désormais légal. Dans plusieurs comtés de Floride, les tribunaux se sont empressés de distribuer des actes de mariage aux couples de même sexe. C'est formidable pour l'État de Floride. Nous sommes enfin ici, nous avons enfin rejoint le reste du pays. Et tous les États qui n'ont pas encore levé l'interdiction vont bientôt nous suivre, j'en suis sûre. Les greffiers de Floride étaient donc prêts à signer les actes de mariage ce mardi, après qu'un juge de district ait annulé un décret temporaire interdisant ces unions. Les familles comme la nôtre ont affirmé leurs droits en disant « Nous sommes comme cela. Nous voulons simplement être traités comme les autres. » Mais ce changement n'est pas du goût de tous. La procureure générale de Floride, Pam Bondi, cherche encore à maintenir l'interdiction des mariages homosexuels décrétée en 2008. Ses efforts pour faire interdire les mariages gays se sont heurtés à la Cour suprême des États-Unis. Pour de nombreux couples floridiens, l'autorisation de se marier a tout de même tardé à venir. Je ressens une sérénité et un soulagement, car désormais, nous sommes comme tout le monde. Notre relation est enfin reconnue après 15 ans et un enfant. Après l'adhésion de la Floride et de ses 19,9 millions d'habitants, 70% des Américains vivent désormais dans les 36 États ayant légalisé le mariage homosexuel. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. Avant de refermer cette deuxième partie du Grand Direct, je vous propose de découvrir en exclusivité ce soir ces images qui seront diffusées à partir de demain dans les principales villes de France et dans les aéroports parisiens. Des images qui illustrent les valeurs fondamentales de notre chaîne i24 News avec son credo, l'information et l'union de tous les points de vue. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. D'ailleurs, je vous donne rendez-vous dans une poignée de secondes pour la suite du Grand Direct et c'est l'heure du débat. Soyez là.